Tout commence de la même manière. Une pièce remplie de voix. Certaines fortes, d'autres nerveuses, d'autres encore cherchant désespérément à plaire. Les gens parlent, débattent, s'interrompent. Et puis, quelqu'un entre sans rien dire. Il n'interrompt pas. Il n'essaie pas de convaincre. Il ne cherche même pas à se faire remarquer. Mais soudain, tout change. Les regards se tournent. L'énergie se resserre. La pièce s'adapte à sa présence. Pourquoi ? Parce que le silence, quand il est intentionnel, est plus puissant que n'importe quel discours. Friedrich Nietzsche avait compris cela mieux que quiconque. Pour lui, le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination ou le bruit. Il se trouve dans la présence. Dans le contrôle intérieur. Dans la clarté. Le pouvoir n'est pas quelque chose qu'on prend des autres, mais quelque chose qu'on génère en soi. Nous vivons à l'ère du vacarme. Chacun veut parler, poster, commenter. Mais si la vraie force résidait dans ce que l'on choisit de ne pas dire ? C'est ici que commence notre exploration. Le monde craint ce qu'il ne peut pas lire. Une vérité psychologique fondamentale, les gens ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils veulent de la clarté. De la prévisibilité. Et surtout, ils veulent comprendre les autres. Alors que se passe-t-il lorsqu'une personne ne leur offre rien à décoder ? Ils projettent. Ils interprètent. Ils supposent. Et c'est là que votre pouvoir naît. Lorsque vous ne dites rien, les autres remplissent votre silence de leurs propres insécurités, attentes, fantasmes. Votre calme devient un miroir qui leur reflète eux-mêmes, pas vous. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une dynamique naturelle. Vous ne poussez pas. Vous ne jouez pas. Vous observez. Vous attendez. Et sans bouger, vous devenez l'élément central. Le silence intentionnel crée la tension. La psychologie moderne l'a prouvé, le cerveau humain déteste l'inconnu. Le silence crée de l'inconfort. Mais quand il vient d'une personne calme, ancrée et observatrice, cet inconfort devient une tension magnétique. C'est ce que les chercheurs appellent une asymétrie sociale. Vous ne donnez pas ce que les autres offrent trop facilement, leur attention, leur approbation, leurs émotions. Cette retenue vous place naturellement au-dessus. Vous devenez le centre. Non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que vous ne l'avez pas fait. Le pouvoir sans performance. Voici le secret, vous n'avez pas besoin de performance. La plupart des gens s'épuisent à essayer d'être charismatiques. Ils blaguent, parlent fort, surjouent. En faisant cela, ils montrent leurs failles, leurs besoins de validation, leur peur du silence, leur insécurité. Mais vous restez immobile. Vous écoutez. Vous mesurez. Vous choisissez. Non pas parce que vous avez peur de parler, mais parce que vous n'en avez pas besoin. C'est ce que Nietzsche appelait la souveraineté, la capacité de se contrôler lorsque les autres ne le peuvent pas. Les yeux disent ce que la bouche ne peut pas. Le contact visuel est l'un des outils les plus puissants. Ancien. Primitif. Il court-circuite la logique pour toucher directement l'émotion. Si vous regardez quelqu'un avec calme, sans agressivité, sans besoin, vous lui envoyez un message que les mots ne peuvent égaler. Je te vois. Je ne te crains pas. Je n'ai rien à te prouver. Ce message, il déstabilise. Surtout ceux qui ont l'habitude de contrôler les autres. Nietzsche disait, si tu regardes longtemps l'abîme regarde aussi en toi. Mais ici, vous êtes l'abîme. Vous êtes ce miroir profond, silencieux, dérangeant et inévitable. Tout commence par le contrôle de soi. Avant de maîtriser une pièce, vous devez vous maîtriser vous-même. Si votre silence vient de la peur, il trahira votre faiblesse. S'il vient de la colère, il vous consumera. Mais s'il vient de la clarté, de l'intention, du calme, il devient inébranlable. Nietzsche croyait que la véritable force commence par la conquête de soi. Lorsque vous pouvez entrer dans une pièce sans chercher à impressionner, persuader ou même parler, vous avez déjà surpassé ceux qui essaient encore. Parler est facile. Écouter est plus rare. Mais voir vraiment, c'est exceptionnel. La plupart des gens pensent que l'intelligence réside dans les mots. Mais la véritable compréhension se cache dans l'observation. Dans les micro-expressions, les hésitations, les regards fuyants, les silences mal placés. Quand vous apprenez à observer le monde sans y projeter vos jugements, vous commencez à percevoir ce que les autres cachent, même à eux-mêmes.
Chaque geste trahit une intention. Chaque mot masque une émotion. Et chaque sourire est un masque, parfois mal fixé. Le pouvoir de ne pas intervenir. Voici le paradoxe, plus vous parlez, moins les gens se révèlent. Mais si vous vous taisez, si vous laissez les autres remplir le vide, ils vous dévoileront tout sans même s'en rendre compte. Les gens veulent être vus. Compris. Validés. Et s'ils sentent que vous écoutez sans jugement, ils se confieront. Non pas parce qu'ils vous font confiance, mais parce qu'ils ne peuvent pas résister au besoin de se montrer. Si vous devenez ce miroir silencieux, ils vous offriront des vérités qu'ils ne montrent à personne. Par besoin. Par solitude. Par automatisme. Et vous? Vous écoutez. Vous assemblez les pièces. Vous reconnaissez les schémas, les failles, les blessures. Nietzsche dirait, celui qui comprend profondément ne parle pas, il voit. L'observateur dérange car il révèle. Les gens ne détestent pas l'intelligence. Ils détestent être vus pour ce qu'ils sont réellement. Le regard de l'observateur, calme, neutre, pénétrant, dérange. Parce qu'il dissout les masques. Parce qu'il n'est pas distrait. Parce qu'il est lucide. Et face à la lucidité, la comédie sociale ne tient plus. On vous accusera parfois d'être froid, distant, arrogant. Non pas parce que vous l'êtes, mais parce que votre simple présence oblige les autres à se regarder. Et cela, beaucoup préfèrent l'éviter. En devenant spectateur silencieux, vous devenez juge sans le vouloir. Et ce pouvoir-là n'a pas besoin de robe ni de marteau. Le langage corporel ne ment jamais. La voix peut tromper. Les mots peuvent flatter, manipuler, séduire. Mais le corps? Il révèle tout. Quand vous observez les autres, vous apprenez à lire ce que personne ne dit. Les épaules crispées. Le regard fuyant. La main qui tremble légèrement à une question simple. La respiration qui change à l'évocation d'un nom. Ces détails sont des aveux silencieux. Et celui qui sait les écouter peut voir clair dans presque n'importe qui. Conclusion, lire sans être lu. Le pouvoir le plus rare n'est pas de parler mieux. C'est de voir plus loin, sans être vu. Vous n'êtes pas en compétition. Vous ne cherchez pas à gagner. Vous regardez, vous comprenez, vous prenez note. Et dans ce silence, vous accumulez ce que personne ne vous soupçonne d'avoir. L'information. L'avantage. La clarté. Dans un monde d'impulsion, celui qui reste calme possède un avantage dévastateur. Les gens réagissent. Ils s'énervent. Ils défendent, attaquent, justifient. Ils se perdent dans leurs émotions. Mais celui qui reste calme, silencieux et ancré devient immédiatement différent. Il ne joue pas au même jeu. Et parce qu'il ne joue pas, il gagne. Nietzsche ne voyait pas le calme comme de la passivité. Il le voyait comme une forme de supériorité psychologique. Un détachement. Une preuve que vous êtes déjà libre des autres, de leurs opinions, de leurs humeurs. La provocation comme test. Chaque provocation est un test caché. Quand quelqu'un vous insulte, vous ridiculise, vous pousse, il ne cherche pas simplement à vous blesser. Il cherche à vous faire réagir. Pourquoi? Parce que s'il vous fait réagir, il prend le contrôle. Il devient celui qui dicte votre comportement. Et dès que vous vous défendez, vous avez perdu le centre. Mais si vous restez calme, si vous ne bougez pas, si vous ne répondez pas, vous montrez que rien, ni mot, ni regard, ni pression ne peut vous sortir de vous-même. Et ça, c'est terrifiant pour l'autre. Le calme est une menace silencieuse. Rien n'est plus déstabilisant qu'une personne qui ne réagit pas comme prévu. On l'insulte? Elle reste droite. On la provoque? Elle sourit. On l'exclut? Elle continue comme si de rien n'était. Ce calme n'est pas passif. Il n'est pas lâche. Il est maîtrisé. Il est calculé. Il envoie un message. Tu ne me contrôles pas. Tu ne peux pas me déraciner. Tu ne peux même pas me déranger. Et ce message est plus puissant que n'importe quelle riposte. La mécanique du cerveau face au calme. Psychologiquement, le calme crée un déséquilibre. Le cerveau humain attend une réaction. Il anticipe un conflit, une défense, une émotion. Quand rien ne vient, il panique. Il commence à douter. À projeter. À remettre en question sa propre position. C'est ainsi que vous gagnez.
non pas en dominant l'autre, mais en le laissant s'effondrer face à son propre désordre, pendant que vous restez dans votre silence souverain. Nietzsche et la guerre intérieure. Pour Nietzsche, la seule guerre qui mérite d'être menée est celle que l'on mène contre soi-même. Celui qui maîtrise ses impulsions devient imprévisible, inaccessible, invulnérable. Ce n'est pas qu'il n'a pas d'émotion. C'est qu'il ne s'y laisse pas piéger. Quand vous restez calme, vous ne niez pas votre colère, vous la maîtrisez. Vous ne fuyez pas la confrontation, vous choisissez comment et quand intervenir. Et souvent, le meilleur coup, c'est de ne pas jouer du tout. Ce que votre calme communique. Rester calme, ce n'est pas être passif. C'est communiquer sans mots. Que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut en vous. Que vous ne cherchez ni validation, ni vengeance. Que votre paix intérieure n'est pas à vendre. Et cela, c'est le message le plus puissant que vous puissiez transmettre. Conclusion, le calme comme domination. Ne vous méprenez pas. Le calme est une forme de violence douce. Il impose le silence. Il force l'autre à se confronter à lui-même. Il expose sans frapper. Certaines personnes entrent dans une pièce, et tout change. Elles ne parlent pas plus fort. Elles ne cherchent pas l'attention. Elles ne forcent rien. Et pourtant, elles captent tout. Les regards. Les silences. Les mouvements. Comme si leur simple existence pesait plus que celle des autres. C'est ça, la présence silencieuse. Pas une posture. Pas une technique. Mais une vibration. Une autorité intérieure si forte qu'elle ne demande rien pour s'imposer. Ce que vous êtes crie plus fort que ce que vous dites. Nietzsche l'a souvent dit sous différentes formes. Ce que vous êtes transparaît, malgré tous les mots, les masques ou les intentions. On ne peut pas tricher avec l'être. On peut imiter un ton, copier des gestes, apprendre des mots. Mais la présence, elle, ne s'apprend pas. Elle se construit. Elle est le résultat de votre clarté intérieure, de votre paix avec vous-même, de votre détachement face au besoin d'être validé. Quand vous n'avez rien à prouver, vous devenez magnétique. Le poids du silence. Le silence, utilisé consciemment, est plus sonore que 1000 mots. Une personne qui se tient droite, posée, observatrice, sans forcer. Elle ne se cache pas. Elle s'impose. Et plus encore, elle crée un champ d'énergie autour d'elle. Les autres le sentent. Ils s'ajustent inconsciemment. Ils changent leur ton, leur posture, leur discours. Sans un mot. La posture qui parle. Votre façon de vous tenir en dit plus que vos déclarations. Regard direct, mais détendu. Épaules ouvertes. Aucun geste inutile. Un calme nonchalant, mais éveillé. Tout cela forme une langue secrète que tout le monde comprend instinctivement. C'est le langage des leaders silencieux. Ceux qui n'ont pas besoin d'expliquer pourquoi ils sont respectés, car leur corps, leur regard, leur silence le disent pour eux. L'intention invisible. La vraie présence vient de l'intention. Pas celle que vous montrez, mais celle que vous incarnez. Entrez dans une pièce sans besoin de séduire, convaincre ou impressionner. Entrez simplement avec vous-même. Entier. Solide. Clair. Cette clarté se ressent. Elle traverse les conversations. Elle perturbe les masques. Elle inspire ou elle effraie. Mais elle ne laisse personne indifférent. Nietzsche est l'aura de la puissance. Nietzsche pensait que le pouvoir n'a pas besoin de justification. Qu'un esprit réellement supérieur rayonne naturellement. Ce rayonnement, ce n'est pas de la prétention. C'est la conséquence directe d'une maîtrise de soi tellement avancée, qu'elle en devient visible. Et c'est là que la vraie domination commence. Quand on ne vous écoute pas pour vos mots, mais pour ce que vous êtes. Conclusion, être, pas faire. Dans un monde obsédé par le faire, vous gagnez par l'être. Par votre présence, vous imposez un rythme. Vous créez un standard invisible. Vous devenez un point d'ancrage. Et même si vous ne dites rien, c'est vous que l'on écoute. Dans une époque où tout le monde veut être vu, celui qui sait disparaître devient inestimable. On pense souvent que la visibilité est la clé du succès. Que pour exister, il faut s'exposer. Parler. Publier. Performer. Mais Nietzsche aurait souri à cette illusion. Il savait que ce qui est rare est précieux.
Et que ce qui se montre sans cesse, finit toujours par se banaliser. Disparaître n'est pas fuir. C'est choisir. C'est envoyer un message silencieux. Je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas en vitrine. Je me déplace selon ma propre loi. La rareté crée la valeur. C'est une vérité psychologique profonde. L'esprit humain valorise ce qui est peu accessible. Quand vous êtes toujours présent, toujours disponible, toujours en parole, les autres s'habituent à vous. Vous devenez un élément parmi d'autres. Mais si vous savez vous retirer, vous effacer au bon moment, vous laissez une empreinte plus forte que n'importe quel discours. Votre absence devient une présence mentale. Une question non résolue. Un écho. Les formes de la disparition stratégique. Disparaître n'est pas toujours physique. Silence dans une conversation, au lieu de répondre immédiatement, vous laissez un espace. Ce vide fait parler plus fort que les mots. Retrait d'un groupe, au moment où l'attention est à son comble, vous vous retirez sans explication. Ce geste seul fait naître une tension. Inactivité en ligne, dans un monde hyperconnecté, le silence digital devient un acte radical. Il crée une aura. Délai intentionnel, répondre plus tard. Entrer plus tard. Revenir plus tard. Ces temps morts deviennent des instruments de pouvoir. Ce que les autres ressentent quand vous partez. Quand vous quittez un espace consciemment, vous créez un manque. Et ce manque dérange. Il oblige les autres à se questionner. Était-ce dirigé contre moi? A-t-il vu quelque chose que j'ai manqué? Va-t-il revenir? Pourquoi s'est-il retiré maintenant? La disparition bien placée déséquilibre l'autre sans un mot. Nietzsche et le détachement supérieur. Nietzsche rejetait l'idée de l'homme esclave de la reconnaissance. Pour lui, le véritable surhomme n'est pas celui qui domine par la force brute, mais celui qui n'a plus besoin d'être vu. Celui qui se retire sans explication. Qui choisit la solitude quand le monde mendie sa présence. Celui-là n'est pas incompris. Il est intouchable. Ce que vous gagnez en disparaissant. Clarté, en vous retirant, vous voyez mieux. Vous comprenez les dynamiques sans y être immergé. Impact, vous revenez quand vous le décidez. Et votre retour devient un événement. Autorité, ceux qui peuvent partir sont perçus comme plus puissants que ceux qui restent. Mystère, vous devenez une énigme. Et une énigme attire plus qu'une déclaration. Conclusion, le pouvoir de l'absence. Vous n'avez pas besoin d'être toujours là pour être présent. En disparaissant au bon moment, vous créez un vide que personne d'autre ne peut combler. Un silence qui prend toute la place. Un écho que l'on ne peut ignorer. Regardez bien autour de vous. Ceux qui parlent fort, plaisent, sourient, divertissent. Sont généralement plus acceptés. Ceux qui observent, se taisent, résistent aux jeux sociaux. Mettent les autres mal à l'aise. Mais pourquoi? Pourquoi ce rejet de la lucidité silencieuse? Nietzsche nous donnerait une réponse brutale. Parce que la vérité dérange. Et ceux qui la perçoivent sans filtre deviennent des menaces pour l'ordre établi. Le silence confronte. Quand vous ne parlez pas, vous forcez les autres à entendre leur propre bruit. Quand vous ne vous dévoilez pas, vous les renvoyez à leurs propres incertitudes. Votre calme devient une surface de projection. Et tout ce qu'ils projettent, ce sont leurs peurs, failles et contradictions. Ils ne vous rejettent pas parce qu'ils vous connaissent. Ils vous rejettent parce que vous leur montrez qui ils sont, sans un mot. Le pouvoir silencieux rend les gens nerveux. La société est construite autour de règles implicites. Il faut parler pour être vu. Se justifier pour être cru. Sourire pour être accepté. Quand vous brisez ces codes, en restant silencieux, en ne cherchant pas l'approbation, en ne jouant pas le jeu, vous déclenchez une forme de panique. Pourquoi? Parce que vous n'entrez pas dans le moule. Et ce qui n'entre pas dans le moule fait peur. Non pas parce que c'est dangereux, mais parce que c'est libre. Nietzsche est la solitude du penseur. Nietzsche a vécu cette dynamique toute sa vie. Isolé. Incompris. Parfois méprisé. Mais il comprenait que cette solitude était le prix de la clarté intérieure. Celui qui voit plus loin, plus profondément, ne peut pas toujours marcher au même rythme que la foule. Il avance seul. Non par misanthropie. Mais parce que la foule marche en cercle, pendant que lui cherche l'élévation. La vérité n'est pas aimée, elle est redoutée. Quand vous introduisez une vérité dérangeante dans un groupe, deux choses peuvent arriver.
On vous écoute et on change rarement. On vous rejette pour avoir osé déranger le confort commun, presque toujours. C'est pourquoi les esprits lucides doivent choisir leurs mots, leurs moments, ou leur silence. Parfois, ne rien dire est plus efficace que de tenter d'éveiller ceux qui refusent de voir. Le besoin de conformité est tribal. Depuis l'aube de l'humanité, l'acceptation du groupe signifiait survie. Celui qui se comportait différemment était perçu comme un danger potentiel. Aujourd'hui encore, ce réflexe demeure. Ceux qui sortent du cadre sans culpabilité, sans explication, déclenchent une forme d'agression passive. Le rejet du penseur calme, du silencieux, du solitaire, n'est pas rationnel. Il est instinctif. Conclusion, restez solide dans l'inconfort social. Ce n'est pas facile d'être celui qui voit clair. Celui qui reste calme. Celui qui parle peu, mais pense beaucoup. La société vous testera. Elle vous ignorera. Elle vous jugera. Mais si vous tenez bon, si vous restez fidèle à votre vision intérieure, à votre présence, à votre silence, alors vous n'avez plus besoin d'être accepté. Car vous avez conquis quelque chose de plus rare que l'approbation collective. Votre propre souveraineté. Il y a ceux qui veulent gagner. Il y a ceux qui veulent dominer. Et puis, il y a une autre catégorie. Rarissime. Ceux qui n'ont plus besoin de jouer. Ils n'entrent pas dans la compétition. Ils n'écrasent pas les autres. Ils ne cherchent ni l'approbation ni la confrontation. Ils transcendent le système. Et dans ce dépassement silencieux, ils deviennent intouchables. Nietzsche appelait cela le surhomme, non pas un tyran, mais un être libre, qui s'est arraché aux conditionnements humains. Le surhomme n'impose pas, il inspire. Le véritable pouvoir ne s'impose pas. Il ne se mesure pas à la force ou à l'intellect. Il se ressent. Il se manifeste dans le rayonnement silencieux d'un être qui n'a plus rien à prouver. Dans la sérénité d'un esprit détaché. Dans la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Le surhomme n'a pas besoin d'être reconnu. Il se suffit à lui-même. Et parce qu'il se suffit, il attire sans effort. Maîtrise totale de soi, zéro besoin de contrôle. Ce que nous avons construit jusqu'ici, silence stratégique, observation, calme intérieur, disparition volontaire, ne sont pas des armes. Ce sont les effets secondaires d'un état supérieur de conscience. Celui qui atteint cet état ne cherche plus à diriger. Il est direction. Son silence devient repère. Sa présence devient refuge ou menace, selon qui le regarde. Et pourtant, il ne force rien. Il ne cherche pas à convaincre, il révèle. Le surhomme ne débat pas. Il ne convainc pas. Il montre. Par l'exemple. Par la cohérence. Par la constance. Et dans cette posture, il devient un révélateur. Face à lui, chacun est confronté à sa propre faiblesse ou à son potentiel. Soit on le fuit, soit on l'admire. Mais on ne peut pas l'ignorer. Il n'est pas aimé de tout, mais il n'en a pas besoin. La plupart veulent plaire. Même ceux qui se disent rebelles cherchent un public. Mais le surhomme de Nietzsche est indifférent à l'opinion. Pas par arrogance. Mais parce qu'il a transcendé le besoin d'être validé. Il n'est pas là pour appartenir. Il est là pour être. La liberté ultime, l'autonomie radicale. Imaginez une vie où votre valeur ne dépend pas de votre image. Où vous n'avez pas besoin de parler pour exister. Où votre calme est plus percutant que n'importe quel discours. Où votre retrait crée plus d'impact que votre présence. C'est ça, le sommet. Non pas dominer les autres, mais être inatteignable, intérieurement. Conclusion, ne pas dominer, transcender. Nietzsche ne voulait pas former des leaders au sens moderne du terme. Il voulait réveiller des esprits souverains. Des êtres qui ne cherchent pas le pouvoir, parce qu'ils le sont déjà. Vous n'avez pas besoin d'écraser, d'impressionner, de convaincre. Si vous maîtrisez le silence, l'observation, la disparition, la résistance sociale et la présence, alors vous portez en vous quelque chose de plus fort que le pouvoir. La liberté. Et cette liberté-là ne se proclame pas. Elle se vit. Elle se ressent. Et elle change tout, sans rien imposer. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers la pensée de Nietzsche. Vous ne voyez plus le silence, ni la présence, ni la puissance de la même manière. Et peut-être, sans le savoir, vous êtes déjà en train de devenir ce que Nietzsche appelait
Un homme au-delà de l'homme. Un surhomme silencieux. Invisible. Mais inoubliable.